Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre premier webinaire de ce cours en santé sexuelle et reproductive des ados 2023. Ce cours a le but de répondre aux besoins et réaliser les droits des adolescents en matière de santé sexuelle et reproductive pour la région d'Afrique de l'OMS. Ce cours, en fait, est organisé par la Fondation genevoise pour la formation et la recherche médicale, ainsi que le Bureau régional pour l'Afrique de l'Organisation mondiale de la santé. Je suis Dr Asil Mugahed, je suis un médecin généraliste spécialisé dans le domaine de santé globale et santé publique, et je serai la modératrice de ce webinaire aujourd'hui. Alors, avant qu'on commence notre webinaire, permettez-moi de souhaiter la bienvenue au coordinateur du cours, Dr Ginette Onkaran, qui fait partie du Pathfinder international Burkina Faso, ainsi que Dr Chandra Mouli, qui malheureusement n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Qui fait aussi partie du département de la santé sexuelle et reproductive de la recherche de l'OMS, et aussi Dr Shilanga Asmani, qui est un expert de couverture sanitaire universelle, cycle de vie, et fait partie du bureau régional de l'OMS d'Afrique. Mais aussi, je pense, Dr Shilanga n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. J'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à l'équipe de la Fondation genevoise pour la formation et la recherche médicale, le chef de projet, Dr Rakibat Idriss, et l'administratrice de ce cours, Madame Fiona Pon, et aussi aux pénalistes qui seront présentés prochainement. Et aussi un grand bienvenue à tous les coachs et participants de ce cours. L'agenda de ce webinaire aujourd'hui est le suivant. On va commencer avec la bienvenue et présentation des pénalistes, après un discours avec Dr Ginette, peut-être, parce que Dr Chandra, malheureusement, n'a pas pu être avec nous. Et après, on va répondre aux questions reçues par les participants. Et enfin, on va avoir un discours de culture avec aussi la coordinatrice de ce cours, Dr Ginette Onkaran. Et puis, c'est la fin de la session. Alors, je veux dire qu'on a reçu quelques questions de la part des participants, et nous avons aujourd'hui 3. Oui, comme Dr Chandra, il n'est pas là, mais je pense qu'il a envoyé aussi des réponses pour les questions. Pénalistes qui vont répondre à toutes les questions reçues. Je me permets de présenter notre pénaliste d'aujourd'hui. Dr Chandra Mouli, qui fait partie du département de la santé sexuelle et reproductive et de la recherche de l'OMS. Monsieur Xavier Hospital, qui fait partie du bureau régional multisectoriel de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest, Dakar, Sénégal. Et Madame Nathalie Nkomi, qui est une conseillère technique principale de santé sexuelle et reproductive adoptée aux jeunes. Lacriba, tu ne peux pas voir les diapos. Et finalement, Monsieur Dr Norbé Kolibali, qui est un expert indépendant. Je ne vois pas les diapos, Rakibat. Est-ce que vous m'entendez? Oui, moi je vous attends parfaitement. Oui, moi
Je ne vois pas le diapo, en fait. Non, le partage des diapos s'est arrêté. Voilà. Excellent. C'est bien. Maintenant, je peux voir. Alors, et finalement, on a dit docteur Norbé Coulibaly, qui est un expert indépendant. Alors, bienvenue à tous et à toutes. Là, avant qu'on commence la section de répondre aux questions, j'aimerais inviter Dr. Ginette Ancaran, qui est la coordonnatrice de notre de ce cours, de nous partager les remarques préliminaires de ce webinaire. Dr. Ginette. Docteur Ginette, est-ce que vous êtes avec nous? Je vais regarder. Ouais. Parce que normalement, c'est Docteur Chandra qui va le faire, mais malheureusement, au dernier moment, il n'a pas arrivé à nous joindre. Oui. OK, voilà. Non, j'étais là, mais je n'arrivais pas à me unmute. Donc, maintenant, c'est bon. OK. Bienvenue. Désolée. Alors, la parole merci. est à vous, docteur. Merci. Merci beaucoup. Merci, Azine. Merci à tous et à toutes et bienvenue encore. Toujours un plaisir d'avoir les participants, les participantes, les apprenants, les apprenantes à ce cours. Au nom du comité d'organisation de ce cours, je voudrais vraiment vous souhaiter la bienvenue à ce tout premier webinaire. Justement, comme on l'a dit, ce sont des webinaires qu'on organise après 2 modules. Chaque 2 modules, on se donne le temps d'une pause, on se donne le temps de pouvoir aller en profondeur des choses, on se donne le temps de parler justement aux experts de la région par rapport au module qu'on a parcouru. Et donc, c'est cet exercice-là que nous allons faire aujourd'hui. Vous avez vu les panélistes, ce que vous connaissez déjà Dr. Chandra parce qu'il était sur l'appel la dernière fois. Vous connaissez également Dr. Coulibaly parce qu'il nous avait fait l'honneur de faire un petit discours la dernière fois quand on a lancé officiellement le cours. Madame Nathalie, vous allez la connaître aussi et elle fait partie des coachs de ce cours. Et il y a également Monsieur Xavier qui a vraiment contribué énormément sur le cours sur l'éducation sexuelle complète que nous tenons vraiment à remercier. Il est également présent aujourd'hui pour nous aider justement à élucider un certain nombre de questions par rapport à l'éducation sexuelle complète. Vraiment, merci Xavier. C'était à la dernière minute que je suis allée comme on dit, le grab. Mais bon, comme il est toujours disponible et prêt toujours à accompagner, il m'a dit, il n'y a pas de souci. Donc, franchement, je suis très honorée de l'avoir. Dr. Coulibaly également a contribué sur le module la contraception. Donc, c'est tout à fait normal qu'il soit sur cet appel justement pour adresser un certain nombre de questions de nos apprenants et apprenantes. Vous allez voir tout à l'heure, on a une longue liste de questions. Et je pense qu'hier, quand j'ai vu la liste des questions, je me suis dit, waouh, ça veut dire que les gens ont de l'enthousiasme par rapport à ce cours-là. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de savoir que ça suit. Je sais que ce n'est pas facile pour les gens qui travaillent de prendre des cours, mais comme on l'a dit, c'est un certificat de l'OMS, donc quand même. Donc, ça demande un certain niveau, un certain effort de tout un chacun de nous. Donc, vraiment, je ne vais pas trop tarder. Je vais laisser la place aux panélistes pour pouvoir justement parcourir ces questions. Et ensemble, on pourra, s'il y a d'autres questions, s'il y a le temps, à prendre des questions additionnelles. En tout cas, merci à tout un chacun de vous. Merci aux panélistes et que le show commence. Merci. À toi, Azir. Merci beaucoup, Dr. Ginette. Oui, quand j'ai vu aussi la liste des questions, j'ai dit, oh, je ne sais pas si on aura assez de temps pour répondre à toutes ces questions, vraiment. Alors là, comme a dit Dr. Ginette, alors le show va commencer. On va là commencer à répondre aux questions.
qu'on a reçues des participants. Là, il y en a des questions qui étaient adressées au Dr Chandra Mouli et Monsieur Xavier Hospital. Là, on commence avec les questions numéro 1. La question, c'est en anglais. Alors, je ne sais pas si on fait la traduction en français ou on lit on peut le lire en anglais quand même. Moi, je pense que les premières 3 questions sont vraiment sur le soutien du OMS, je pense. Alors, how can I get support to put into place a project on the implementation of the comprehensive sexual education in my city? So much barriers in front of me, and alone it seems to be complicated. And also, how can I get technical support from WHO country office in my country to implement this project? This is also, there's a, I think the 3 questions actually of the same, that can be answered together. What are the strategies to implement complete comprehensive sexual education? Comprehensive sexual education, and how can we involve the traditional and the religious leader in my project? I can also say those questions in French, so people who did not understand the first time in English, they can understand now in French. Alors, la question dit, comment quelqu'un peut-il obtenir un soutien pour mettre en place un projet d'éducation complète sexuelle dans sa ville, avec tellement des obstacles, et comment obtenir un soutien technique du Bureau national de l'OMS. Et aussi, quelles sont les stratégies quelles sont les stratégies de mise en œuvre en éducation complète sexuelle et comment pouvons-nous impliquer le chef traditionnel et religieux dans ce projet? Là, je pense, j'avais été informée que ces questions avaient été répondues par Dr Chandra, mais je vais demander à Dr Ousmane Silla de nous donner la réponse. Dr Ousmane, soyez la bienvenue et la parole est à vous. Dr Ousmane. Dr Ousmane, êtes-vous avec nous? Je pense qu'il n'est pas là. On peut juste laisser Xavier adresser ces questions-là, parce qu'il ne s'est pas répondu. Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre à la question de Monsieur Xavier. Oui. Dr. Silla, elle est là. Elle est là. I'm here. Sometimes don't forget to permit me to speak with my mic. So Dr. Ousmane. Oui, yeah. Je suis là. C'est-à-dire la parole est à micro. OK, merci beaucoup. Et je vais lire rapidement la réponse que Dr. Chandra a envoyée en ce qui concerne la première question. Comment puis-je obtenir un soutien pour mettre en place un projet sur la mise en œuvre du CST dans ma ville? Il y a tellement d'obstacles devant moi et tout cela semble compliqué. Alors, la question que Dr. Chandra a répondu, je cite, la plupart des pays disposent de politiques et de stratégies en matière d'éducation scientifique et technologique. Des pays ont également adhéré à une initiative régionale. Plutôt que de lancer un projet, il sera important de contribuer au programme dans votre pays. Cela ne vous empêche toutefois pas d'apporter votre contribution à une école de votre communauté. Voilà la réponse du Dr. Chandra que j'ai l'honneur de lire en ce qui concerne la première question. Merci. Over to you. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour ces réponses.
Et puis, pour les soutiens techniques, est-ce que et les stratégies aussi, est-ce qu'il y avait des réponses? On ne peut pas vous entendre, en fait. OK. Pour le soutien technique, Oui, vous m'entendez? oui, maintenant, oui. OK. Donc, comment puis-je obtenir l'assistance technique du Bureau national de l'OMS dans mon pays pour mettre en œuvre mon projet? Je cite la réponse. L'OMS n'est pas un organisme de financement. L'OMS et d'autres agences des Nations Unies peuvent apporter un soutien technique. En outre, les agences des Nations Unies sont plus enclines à soutenir les efforts menés par les gouvernements que les projets individuels des ONG. Et voici la deuxième réponse à la deuxième question. Est-ce que je dois continuer pour la troisième question? Oui, s'il vous plaît. Les stratégies. OK. Quelles sont les stratégies de mise en œuvre des CSE complets et comment impliquer les chefs traditionnels et religieux dans mon projet? La réponse. Les stratégies de mise en œuvre de l'éducation complète à la sexualité sont décrites dans les 2 documents des Nations Unies sur l'offre de l'éducation complète à la sexualité à l'école et en dehors de l'école. On dit veuillez les consulter. Merci. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, peut-être on va retourner vers vous pour la 7e question plus tard. Là, je me permets... Azir, vous êtes en mute. Pardon. Oui, merci. Je dis docteur Silla. Et là, peut-être je vais retourner vers vous plus tard pour répondre à question numéro 7. Mais maintenant, nous avons une question concernant le santé sexuelle et reproductive adoptée aux jeunes, qui j'aimerais poser à Madame Nathalie Nkomi. Madame Nathalie, vous êtes avec nous? Madame Nathalie, si vous pouvez lever la main. Yes, she's here. I'm going to unmute. Yes, ready. I'm trying to unmute, yeah. So, sorry, what was the question? Bonjour, Madame Nathalie. Pourquoi l'insuffisance des ressources? Oui. L'insuffisance des ressources, à mon avis, tient d'abord du fait que, en tant qu'Africains, nous savons que nous vivons dans un environnement où les jeunes, la santé des jeunes, on se dit par essence d'abord que les jeunes sont toujours en bonne santé. Donc, dans la tête, on n'a pas l'impression que les jeunes sont malades et que les jeunes ont des problèmes de SR, que les jeunes ont des besoins en SR. Et donc, du coup, ceux qui décident, comme les jeunes ne participent pas à la décision, comme les jeunes ne font pas partie du processus de mise en place des stratégies, du processus des tables de dialogue là où on décide des financements, ceux-là, justement, ne mettent pas assez de ressources financières pour la santé sexuelle et reproductive des jeunes. Et bien sûr, il y a aussi le problème du manque des données. Vous savez que quand les données ne sont pas collectées de manière désagrégée, en tenant compte de tous les profils, évidemment, on ne connaît pas l'ampleur, on ne connaît pas l'ampleur du problème et même on ne connaît pas les problèmes qui existent vraiment. Donc, du coup, les perceptions qu'on a sur les jeunes en matière de SR, le manque des données fait en sorte que le financement ne suit pas. Et bien sûr, quand il n'y a pas de financement, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de politique. Parfois, les politiques sont trop larges. Ce sont des politiques qui ne sont pas inclusives, qui restent centrées sur le côté pauvreté, le côté éducation, le côté sur les autres services de base, les questions de population, mais ne prend pas la SR aussi comme une priorité. Donc, du coup, moi, c'est ce que je pourrais dire pour le manque de ressources financières
tout simplement dû à la programmation à la base. La programmation à la base qui a beaucoup disons, de vecteurs ou de facteurs qui en amont. Merci beaucoup. Et à votre avis, comme les deux questions enfin sont un peu liées, quelles sont les opportunités de financement direct des organisations de la société civile pour les SSR, les santé sexuelle reproductive adoptées aux jeunes? Moi, je pense que là, je vais parler du point de vue d'une praticien, c'est-à-dire quelqu'un qui est sur le terrain. Je pense qu'il faut saisir un peu comment on appelle ça, le mouvement actuellement. C'est-à-dire qu'on sait qu'actuellement, on a le plus grand nombre de jeunes qui existent sur la planète et que presque toutes les organisations ont fait des jeunes une priorité. Il y a des politiques, toutes les organisations qui financent l'aide au développement, à la santé, même au niveau national, tout le monde essaye de centrer ses actions et de se dire de mettre les jeunes aussi au top de l'agenda. Donc, petit à petit, les financements vont revenir, mais en même temps, il faut surfer sur cette vague où les jeunes sont devenus un élément prioritaire dans, par exemple, le dividende démographique donc qu'on veut want to achieve, qu'on veut je sais pas comment dire ça. Voilà, qu'on veut assurer. Donc, du coup, il faut surfer sur ça. Donc, les financements peuvent être des financements locaux dans le sens où généralement, il y a des ONG localement basées qui ont des programmes qui axent les jeunes, qui fixent qui target, qui cible les jeunes. Oui. Voilà. Et il y a aussi des ONG internationales, il faut regarder des bailleurs de fonds qui ont les jeunes comme priorité. Mais la première chose, c'est de s'assurer que le projet qu'on a est aligné aux documents nationaux, par exemple, parce que la majorité de nos pays, nous avons des politiques nationales. Et deux, aux cadres continentaux, parce qu'il y a des cadres continentaux, même l'Union africaine a un cadre continental aujourd'hui. Et trois, aux besoins au niveau du terrain, au niveau des gaps, etc. Donc, de regarder des financements locaux et aussi régionaux, et puis d'avoir des programmes qui répondent à la demande en réalité au niveau terrain et au niveau des politiques globales. Ok, oui. Tout à fait. Merci beaucoup à Madame Nathalie pour ces réponses éclairantes et informatives. Là, j'aimerais demander au monsieur Xavier Hospital pour nous donner une réponse pour la 4e question. Monsieur Xavier, bienvenue. Et la question est la suivante. Quel est le plaidoyer qu'il faut adapter pour que l'éducation complète sexuelle soit inscrite comme une priorité dans la santé publique? Et je dirais pour commencer qu'il ne faut pas travailler seul, il faut identifier les partenaires qui travaillent sur le sujet dans le pays et commencer par les lois politiques, les stratégies nationales qui couvrent la santé des adolescents et des jeunes et l'éducation des adolescents et des jeunes. Et ensuite, identifier quels sont les principaux problèmes ou défis auxquels sont confrontés les adolescents et les jeunes et auxquels peut répondre un programme d'éducation complète à la sexualité, que ce soit les questions de grossesse précoce et non intentionnelle, de violences basées sur le genre, de VIH ou d'autres questions de cet ordre, de planification familiale. Et savoir quelles sont pour la plupart des parties prenantes, les parents, les autorités, les leaders religieux, les parlementaires, quelles sont les questions prioritaires auxquelles on doit avoir une réponse. Et tous ensemble, regarder les données, rassembler les parties prenantes, regarder les données et arriver à un consensus sur le besoin d'avoir un programme d'éducation complète à la sexualité. Et que ce soit les parties prenantes qui demandent ce programme.
Et c'est à partir de ce moment-là que l'on peut commencer à dérouler un programme. Merci, c'est clair. Merci beaucoup. Merci pour cette réponse éclairante. Là, si vous me permettez, alors j'aimerais m'adresser à Dr Norbert Coulibaly. Dr Norbert Coulibaly, je vous souhaite le bienvenu. Et j'ai une question concernant l'utilisation de contraceptifs. En fait, la question, c'est vraiment, comme vous voyez devant vous, elle est vraiment très longue, de 4 parties. Je ne sais pas si vous préférez que j'utilise toute la question ou partie par partie. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous m'entendez. Je pense que c'est une question en un tout, même s'il y a plusieurs aspects à l'intérieur. J'ai parcouru la question et peut-être j'aimerais répondre à ça en une fois pour donner la cohérence à toute la question, parce que ça touche à la prévalence contraceptive, et pourquoi ça ne concerne que les femmes mariées, et puis est-ce que dans ce cas, ça ne viole pas les droits en ce qui concerne les jeunes et les femmes qui ne sont pas mariées, ainsi de suite. Donc, c'est un peu le tour de la question. OK. Voilà. Et peut-être la réponse à donner, c'est que la prévalence contraceptive, c'est d'abord une mesure. C'est un indicateur qui mesure le niveau d'utilisation de la contraception dans un pays à un moment donné. Et habituellement, dans les enquêtes démographiques et de santé, on la mesure justement chez les femmes en âge de procréer, c'est-à-dire de 15 à 49 ans. Mais cette mesure peut être désagrégée en fonction des différents sous-groupes justement de population. Par exemple, communément, c'est mesuré chez les femmes mariées ou en union. C'est de ça que certainement celui qui a posé la question parlait, mais ce n'est pas la seule mesure qui est faite. On peut aussi la mesurer chez les femmes non mariées et de plus en plus, c'est également mesuré. Et en plus, on peut mesurer ça également chez toutes les femmes. De plus en plus, c'est même cet indicateur qui est utilisé, la prévalence contraceptive chez toutes les femmes en âge de procréer, c'est-à-dire de 15 à 49 ans. Mais si on veut savoir également la situation par rapport à ceux qui sont moins âgés, j'allais dire les adolescents et les jeunes, on peut aussi désagréger ça chez les adolescents, chez les jeunes, justement pour voir dans quelle mesure les jeunes ont accès aux services de planification familiale et utilisent la planification familiale. Et on peut aussi mesurer ça en milieu rural versus milieu urbain et en fonction du niveau, disons, des niveaux socio-économiques. Donc, ça peut être mesuré de plusieurs manières en fonction de l'intérêt et de l'information qu'on recherche. Maintenant, pour ce qui concerne les autres aspects de la question, il faut dire que dans chaque pays, il y a des politiques, normes et protocoles de santé de la reproduction qui donnent vraiment des directives qui sont très claires et précises sur la conduite à tenir dans telle ou telle situation, en fonction de la personne qui sollicite les services de planification familiale. Mais il faut insister que ces directives-là sont appliquées par les professionnels de santé et donc ça doit être respecté dans les pays parce que c'est ça qui aussi fait un peu la norme au niveau du pays. Alors, ce qu'il faut ajouter, c'est que en ce qui concerne les adolescents, les garçons ne sont pas en reste. Et il existe également des indicateurs qui permettent de mesurer la connaissance, les attitudes et les pratiques en matière de santé de la reproduction, y compris la contraception chez les garçons et surtout l'utilisation du préservatif. Mais c'est pour ça ce cours est important, ça ne distingue pas garçons et filles, c'est très important que les garçons comme les filles puissent vraiment se former sur ce cours-là et avoir le maximum d'informations et les connaissances nécessaires pour pouvoir, disons, jouir de leurs pleins droits en matière de santé sexuelle et reproductive. Le dernier point que j'allais ajouter, c'est que en matière de droits, les adolescents
peuvent choisir parmi toute la gamme de méthodes contraceptives. Ils peuvent avoir le choix de la méthode qui sont disponibles dans leur communauté, bien sûr. Et dans les pays, les politiques font en sorte que toute la gamme soit disponible dans les points de prestation de services. Mais en fonction des situations, les professionnels de santé peuvent orienter, orienter les adolescents en fonction de leur cas spécifique pour leur prodiguer la meilleure méthode, non seulement les informations adéquates, mais aussi les méthodes qui leur conviennent le mieux pour répondre à leurs besoins. Parce que les besoins, par exemple, chez les adolescents qui sont mariés, ne sont pas la même chose que chez une adolescente qui n'est pas mariée. Et donc, le choix de la méthode va dépendre un peu de tout ça. Mais ça, c'est du rôle des professionnels de la santé d'apporter toutes les informations adéquates à l'adolescente et pour permettre de faire un choix éclairé de la méthode qui lui convient. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Merci pour cette réponse vraiment détaillée et informative. Merci beaucoup. Et là, j'aimerais poser une question à Monsieur Xavier, Xavier Hospital. Monsieur Xavier, comment l'éducation compréhensive sexuelle peut-elle contribuer efficacement à la prise en charge des besoins des ados et jeunes? Ainsi que comment utiliser efficacement l'éducation compréhensive sexuelle en prenant en compte les aspects de normes sociales. Merci. Donc, en ce qui concerne ce qu'on appelle l'éducation complète à la sexualité, c'est l'éducation qui est complète. Sans doute, je devrais commencer par dire que, en tout cas en Afrique de l'Ouest et du Centre, les ministres de la Santé et de l'Éducation de 25 pays ont adopté un engagement pour rappeler que les programmes de ce qu'ils ont appelé l'éducation et les programmes complets d'éducation et d'information permettent de répondre à un certain nombre de défis, permettent de répondre aux grossesses précoces et non intentionnelles, aux violences basées sur le genre, permet de mieux prévenir le VIH et de mieux y répondre. Et donc, ceci est possible parce que les programmes d'éducation complète à la sexualité donnent aux adolescents et aux jeunes des connaissances, des attitudes, des compétences et des valeurs qui leur permettent de se protéger, d'avoir une vie saine et de se respecter soi et de respecter les autres. Donc, c'est dans ce sens-là que on développe des compétences, par exemple, la compétence de négocier l'utilisation du préservatif et d'éviter un rapport non protégé. La compétence d'éviter un rapport sexuel qui n'est pas souhaité, qui n'est pas consensuel. La compétence d'aller chercher de l'aide si jamais il y a eu un rapport sexuel et on a besoin d'un test, un test de grossesse, un test de VIH, si on a besoin de contraception. Et la compétence de l'affirmation de soi et de négociation. Donc, c'est par le développement de ces compétences que l'on arrive à répondre aux besoins des adolescents et des jeunes, y compris la compétence d'aller chercher des services de santé ou d'aller chercher de l'aide par une personne, un adulte, une adulte de confiance. Comment utiliser efficacement l'éducation complète à la sexualité en prenant compte des aspects des normes sociales? Et donc, je reviens au point de tout à l'heure et à l'importance de ne pas travailler dans ce domaine seul. Dans la plupart des pays, il y a souvent déjà un groupe d'organisations qui réunit UNESCO, UNFPA, OMS, ONU-SIDA, un certain nombre d'organisations de la société civile, j'en vois dans la salle, et Plan International, Équipe Hop, ça dépend des régions qui travaillent dans ce domaine. Donc, retrouver ces personnes
et faire l'identification de toutes les parties prenantes qui doivent participer au processus d'élaboration d'un programme et à sa mise en œuvre. Ce sont les parents d'élèves, ce sont les parlementaires, ce sont les leaders religieux, ce sont les autorités éducatives, de santé, de la responsable de la jeunesse, de la femme, de la solidarité. Et ensemble, décider des thèmes qui sont importants, qui doivent être traités, mais également décider des termes, la terminologie. Donc, parfois, on parle d'éducation complète à la sexualité, mais on sait que ce sont des thèmes qui heurtent dans beaucoup des pays de la région. Donc, les ministres, eux, ont décidé de parler de programmes complets d'éducation et d'information. Mais il y a des pays dans lesquels on parle d'éducation à la santé de la reproduction ou d'éducation à la vie saine, à la santé et à la vie saine en Côte d'Ivoire, d'éducation à la santé et aux valeurs au Togo, etc. Choisir les termes, choisir les thèmes qui peuvent être abordés. Tous ne peuvent pas être abordés dans une culture donnée, et pas de toutes les façons. Et puis ensuite, se rappeler que l'éducation complète à la sexualité est une éducation participative qui se réalise qui se base sur l'expérience des adolescents et des jeunes, des apprenants. Donc, les faire parler et comprendre dans quelle culture ils vivent et quelles sont leurs expériences. Et c'est également une façon d'apporter les normes de la société dans les sessions d'éducation complète à la sexualité. S'assurer que l'opinion des leaders religieux est prise en compte également. Donc, ce sont quelques moyens. Demander aux éducateurs de dire dans leur langue nationale quels termes ils utiliseraient pour tel et tel concept de l'éducation complète à la sexualité. Il y a vraiment beaucoup de façons différentes de s'assurer que la culture et les normes sont prises en compte dans un programme. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour ces réponses, Monsieur Xavier. Et là, j'ai une question pour pour Dr Norbé Coulibaly. Alors, la question aussi pour les contraceptions. Est-ce que je lis la question? Vous pouvez le voir. Ouais. OK. Ma question, je voulais savoir, devant ces cas de figure, quelle serait la conduite à tenir? Oui, OK. Merci bien. C'est vrai que je comprends un peu la préoccupation de celui ou celle qui a posé cette question. C'est vraiment une question de pratique courante où, effectivement, on reçoit des adolescentes qui, justement, souhaitent avoir une méthode, adopter une méthode contraceptive. Mais ce n'est pas toujours aisé. Ce qu'il faut dire ici, c'est que si l'on prend sous l'angle des droits humains, les adolescents ont pleinement le droit de pouvoir accéder aux méthodes de contraception de leur choix. Et c'est aux États de prendre les dispositions nécessaires pour cela, en termes d'organisation des services, de qualité, d'accessibilité aux produits de santé reproductive, les coûts par rapport aux prestations de services, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là. Donc, il est admis que les adolescents peuvent utiliser les mêmes méthodes de contraception que les adultes. Et l'âge ne constitue pas un critère critère médical, une raison médicale suffisante pour refuser une méthode de contraception à un adolescent. Et il y a même, pour les professionnels de santé, il y a un instrument très important qui a été développé par l'OMS, le DISC, pour le choix des méthodes contraceptives qui existent. Et c'est un instrument que les professionnels utilisent souvent pour pouvoir avoir la conduite à tenir devant telle ou telle situation que présente le client, qu'il soit adolescent ou adulte, par rapport à sa requête de contraception. Le problème qui est posé ici, c'est les lois. Et en ce sens, la conduite à tenir, que j'allais dire, c'est le respect de la loi. Ça, c'est valable pour tout le monde. Lorsqu'on est dans un pays et qu'il y a une loi qui régit telle ou telle situation, il faut respecter la loi. Maintenant, la loi peut être restrictive et en ce moment, c'est le rôle des politiques et des choses de pouvoir faire le plaidoyer nécessaire
pour la révision de ces lois et l'adaptation en fonction des nouvelles connaissances et des nouvelles directives internationales en rapport avec la question. Mais dans les cas spécifiques, je sais que les professionnels de santé sont aussi assez outillés pour pouvoir résoudre telle ou telle chose. Par exemple, quel que soit le client, qu'il soit adulte ou adolescent, la question de la confidentialité est très importante. Il faut mettre l'adolescent en confiance et garder vraiment confidentiel les différents échanges que vous avez avec la personne, essayer de comprendre l'adolescent et lui apporter le service qu'il souhaite. Parce que parfois, en lui apportant l'information adéquate, ça peut amener à réajuster sa demande en fonction de la circonstance en fonction de la situation qui prévaut à son niveau. Donc, ça, c'est du rôle vraiment ça relève de la dextérité et de la compétence du professionnel de santé qui va prodiguer les services de planification familiale à l'adolescent. Ouais. Ce genre de difficultés est également adressé dans beaucoup de projets et programmes de planification familiale dans nos pays, à travers, par exemple, le dialogue parents-enfants, qui permet de lever ces blocages, de sorte que l'enfant, l'adolescent, ne soit plus gêné ou soit à l'aise pour discuter de ces questions de santé sexuelle et reproductive avec les parents, soit la maman, soit une tante, ainsi de suite, en fonction des contextes socio-culturels. C'est pour lever ces barrières-là et lui permettre vraiment d'avoir accès et utiliser de façon sereine les services qui sont offerts en matière de planification familiale. Merci, à vous. Merci, tout à fait. Oui, c'est une question vraiment très intéressante. Là. Comment on fait faire. Alors maintenant, si je peux aller vers une autre question pour Dr Norbé aussi. Voilà. Oui. Souvent, nous avons la préoccupation des parents, des ados qui demandent, je pense que ça a été, qui demandent est-ce que c'est possible qu'on puisse soumettre un ado qui n'est pas encore sexuellement actif sous contraceptive de manière préventive pour éviter les grossesses non désirées. Car les parents constatent que souvent la première relation sexuelle des ados entraîne la grossesse non désirée. Alors là, est-ce que c'est possible? OK. Alors, la question est pose plusieurs problèmes. D'abord, la crainte au niveau des parents. Et c'est pour ça les approches, les stratégies doivent aussi concerner les parents pour vraiment leur donner les informations nécessaires en matière de contraception pour justement lever ces craintes-là en rapport avec les adolescents. Sinon, sur le plan scientifique et technique, ça ne pose aucun problème selon les directives même qu'on a de l'OMS, d'offrir une méthode de contraception à un adolescent, même s'il n'a pas encore commencé des rapports sexuels. La difficulté, c'est que vous ne savez pas quand est-ce que ça commence. Oui, et je sais que les adolescents eux-mêmes ne savent pas quand est-ce que ça commence. Ça vient un jour et puis bon, ça se passe comme ça. Et donc, lorsque l'expression est faite, il revient au professionnel de justement écouter attentivement l'adolescent, de pouvoir lui donner les informations nécessaires par rapport à cela et lui offrir la méthode lorsque c'est nécessaire. Par exemple, il y a aussi le cas, ça va venir dans l'autre module, de la lutte, par exemple, à la fois pour prévenir les grossesses non désirées, mais aussi les IST, y compris le VIH, tout ça, ça rentre dedans en ce qui concerne la prise en charge. Le problème ici, c'est vraiment de pouvoir répondre aux besoins spécifiques de l'adolescent lorsque la question se pose et aussi rassurer les parents que le fait de donner une méthode contraceptive à un adolescent n'a pas de danger majeur pour cet adolescent. Il faut les rassurer. C'est des méthodes sûres qui sont éprouvées scientifiquement et qui permettent justement de protéger l'enfant des grossesses non désirées, mais aussi des IST. Il faut même remarquer que les statistiques montrent, par exemple, que ceux qui sont les adolescentes, par exemple, l'âge au premier rapport
sexuelle n'est pas, est souvent plus tardif chez les adolescents qui ont adopté une méthode contraceptive que chez ceux qui n'ont pas adopté la méthode contraceptive. Et ça, c'est aussi connu quand on regarde les données statistiques. Oui, voilà. Tout à fait. Merci bien. Merci à vous. Merci, Dr Norbé. Et là, je me permets de poser une question à Monsieur Xavier à propos aussi l'éducation complète sexuelle. À quel moment pouvons-nous dire que l'éducation complète sexuelle est complète ou incomplète? Alors, merci. Oui, c'est vraiment une excellente question. Ouais. On ne peut pas dire qu'il y a un moment un critère unique qui nous permet de dire qu'un programme est complet ou qu'un programme n'est pas complet. Mais qu'est-ce que c'est qu'un programme complet d'abord? Un programme complet, c'est un programme qui répond aux différents groupes d'adolescents et de jeunes. Ceux qui sont dans les écoles, ceux qui sont en dehors des écoles, ceux qui sont dans le milieu rural, ceux qui sont dans le milieu urbain. Et les adolescents qui sont plus à risque d'exposition aux grossesses précoces et non intentionnelles, sont plus à risque d'exposition aux violences basées sur leur genre, sont plus à risque d'exposition au VIH, les apprenants avec un handicap, etc. Donc, un programme complet répond aux besoins de tous ceux, tous ces adolescents et jeunes, et y compris ceux qui n'ont pas de vie sexuelle active, ceux qui ont une vie sexuelle active. Ensuite, un programme est dit complet parce qu'il ne fait pas que développer des connaissances, mais également des attitudes, des compétences, des valeurs, par le biais d'approches pédagogiques actives centrées sur l'apprenant. Ensuite, un programme complet, c'est un programme qui a une variété de contenus, qui parle des relations interpersonnelles, la famille, l'amitié, l'amour et le béguin, qui parle des normes de genre dans la société. Nous savons qu'une jeune fille n'est pas toujours libre de dire non à un rapport sexuel, c'est important, et qui parle de la santé sexuelle et reproductive, les IST, la reproduction, et qui parle de la culture, des droits. Donc, un programme complet, c'est un programme qui aborde une grande richesse de contenu. Mais également, c'est un programme, ce ne sont pas de simples sessions de sensibilisation. Et donc, c'est continu avec une évolution en spirale où on reprend les acquis précédents en ajoutant de nouvelles notions et une nouvelle couche de complexité. Donc, à chaque fois que l'on retire l'un de ces éléments, on rend le programme un peu moins complet. Et s'il est un peu moins complet, il aura moins de chances d'être efficace. Donc, c'est plutôt comme ça qu'il faut essayer de le penser. On sait qu'on ne peut pas toujours tout mettre, mais il faut essayer de faire en sorte qu'on répond aux besoins de tous les apprenants, que l'on apporte cette richesse de contenu et qu'on ait les bonnes approches pédagogiques et que c'est un programme consistant sur plusieurs années. Oui, merci, monsieur. Je ne sais pas si on a encore de temps. Moi, je vais poser peut-être la dernière question avant qu'on finit. Là, dans la mise en œuvre de l'éducation complète sexuelle, est-on obligé d'aborder toutes les thématiques? Ça, c'est vraiment une très bonne question. Et non, il est impossible d'aborder toutes les thématiques dans un pays donné ou dans un contexte donné parce qu'il y a des thématiques qui sont encore trop tabous, qui fâchent encore de trop, et vouloir les aborder à tout prix risque de compromettre l'ensemble du programme. Donc, il est très important de se mettre d'accord avec l'ensemble des parties prenantes, les leaders religieux, les parents, les autorités, les parlementaires, les syndicats d'enseignants, décider quelles sont les thématiques qui peuvent être abordées et quelles sont les thématiques qu'il vaut mieux ne pas aborder, car on risque de faire plus de mal que de bien, soit aux apprenants en transmettant des notions qui ne sont pas scientifiquement correctes, soit au programme en soulevant des questions qui sont trop controversées dans la société et qui risquent de compromettre l'ensemble du programme. Donc, il y a des choix à faire, il faut être pragmatique.
OK. Alors là, peut-être, parce qu'il y en a encore beaucoup de questions. Merci beaucoup, monsieur. On a encore beaucoup de questions, mais je vais prendre la dernière question. Je vais le poser à monsieur Norbé, mais on va faire vite la réponse. Oui. Alors, que faire pour que les ados retardent au mieux leur première relation sexuelle dans un contexte des pays à ressources limitées et des familles pauvres? OK. Merci. Il y a vraiment pas mal de questions qui ont été Oui, posées il y en a dans encore. ce cadre-là. Mais bon, je vais essayer de ramasser rapidement. Pour cette question particulièrement, moi, je dirais que c'est vraiment l'éducation. L'éducation, et de plus en plus, vous voyez, dans les pays, il y a des programmes, des politiques qui encouragent l'éducation et le maintien des filles à l'école. Mieux on est informé, plus on est éduqué, mieux cela joue justement sur les connaissances, les attitudes et aussi les comportements des adolescents. Et je pense que l'éducation complète à la sexualité participe à cela. C'est la réponse que j'allais donner, parce que j'ai dit tout à l'heure que lorsqu'on regarde les statistiques, l'âge moyen pour les premiers rapports sexuels, c'est une question qui a été posée dans les pays, est plus élevé chez les moins éduqués que chez les plus éduqués. Vous voyez? Et donc, également, l'âge, et ça dépend de l'âge à l'utilisation, de la première utilisation de la méthode de contraception. En milieu rural, c'est plus tard, autour de 25 ans, et c'est dans ces milieux aussi que vous avez les premiers rapports qui sont plus précoces. Par contre, en milieu urbain, l'âge d'utilisation pour la première fois d'une méthode contraceptive est souvent avant 20 ans, autour de 18 ans par là, et l'âge du premier rapport est plus élevé. C'est pour dire que pour retarder disons, les rapports sexuels ou en tout cas les choses, je pense le moyen, c'est vraiment l'éducation, de donner plus d'informations, d'éducation aux adolescents et aux jeunes pour leur permettre de jouir pleinement de leurs droits en matière de santé sexuelle et reproductive. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Pour les autres questions, je pense que on pourrait partager un document. J'ai apporté des réponses par écrit qui pourraient être partagées avec tous ceux qui ont posé ces questions-là pour pouvoir prendre en connaissance. Oui, c'est vraiment très apprécié. Merci beaucoup, Dr Norbé, et merci pour tous nos panélistes pour ces réponses éclairantes, informatives, vraiment intéressantes. Vous avez enrichi notre connaissance. Merci beaucoup. Et là, nous sommes arrivés à la fin de notre session aujourd'hui. Et cette session vraiment va être clôturée avec Dr Ginette Oncarin, qui est la coordinatrice du cours et qui fait partie du Pathfinder international pour Burkina Faso. Dr Ginette, la parole est à vous, s'il vous plaît. Dr Ginette, vous êtes encore là? Je vois. Voilà, non, j'ai eu le même problème que j'avais tout à l'heure. J'avais du mal à la parole est à vous. Voilà. Alors, on a quoi? 1 minute, donc rapidement, pas grand-chose à dire. Je tiens vraiment à remercier une fois encore nos chers panélistes pour vraiment leurs apports par rapport à ces 2 modules et par rapport à ce webinaire. Et aux apprenants, je constate qu'il y a eu beaucoup de questions, comme on l'a dit tout à l'heure, et cela démontre effectivement de l'intérêt que vous avez justement à ce cours-là. On va partager, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais on peut essayer de partager justement les réponses aux questions qui n'ont pas trouvé de solution ici sur ce webinaire. Et on va également partager le recording, l'enregistrement de ce webinaire pour permettre à tout un chacun justement et à ceux qui n'ont pas pu rejoindre de pouvoir écouter.
Je note également qu'il y a eu une très forte participation. Je vous en prie, on est à 225 participants. Oui. Et ça, franchement, Ouais. j'avais dit à la Fondation Genevoise que l'Afrique francophone, on prend les choses au sérieux. Et là, franchement, vous venez de voir une fois encore, et chers apprenants, s'il vous plaît, il faut qu'on maintienne cet enthousiasme jusqu'à la fin de ce cours, parce que comme disent mes parents ivoiriens, il ne faut pas jeter ma figure par terre, s'il vous plaît. Donc, on va continuer à nous engager, à être présents sur les webinaires et à participer vraiment à ce cours-là. J'espère que tout ira bien d'ici la fin des 8 modules. Le prochain webinaire est pour le 13 juin. Est-ce que c'est moi ou... Jeanette, je crois qu'elle a un problème technique. Coupé. Ouais. Jeanette? C'est coupé l'internet. Elle doit avoir un problème de réseau. Oui, le réseau. Effectivement, la connexion en Afrique, c'est souvent des soucis. Ouais. Alors, je pense on peut... Est-ce qu'il est toujours là? Il est arrivé? Hein? Je vais regarder. Ouais. Elle est là encore. She gets disconnected and then Voilà, c'est connected. Alors... Vraiment? Alors là, on peut peut-être dire... OK, attends. Ansel, vous avez mis Jeanette en mute, hein? ah oui? Voilà. Rakibat? Qui l'a mis en mute? I can't see Jeanette. Oui. Yeah. But she's not connected. I can't see her. But I think she doesn't have the connection. I think she lost her. Jeanette? She's lost her connection. Ouais. But she's always here. Yeah, but... No, she's here. Je pense que She's la here. connexion, oui. Yes, she's here. Yes, can- unmute. Voilà. Elle a Yeah, right mute. now she's here. Désolée. Je ne sais pas jusqu'où vous avez entendu, mais bon, je crois qu'il y avait eu un problème technique. Ouais. Donc, je disais tout à l'heure qu'on était plus de 200 participants sur ce webinaire, ce qui est vraiment un score. Et donc, voilà, ça montre qu'en Afrique francophone, on ne fait pas les choses dans la dentelle, comme on le dit. Et je voudrais vraiment inviter tout un chacun de nous à continuer à être aussi engagés sur ce cours jusqu'à la fin. Il nous reste encore 6 modules. Donc, je demande vraiment que vous y soyez avec moi et ne me lâchez pas. Ne nous lâchez pas. On est ensemble. Merci beaucoup. On a vraiment crevé le plafond. Hein. Donc, la prochaine fois, je veux voir 300 participants sur cet appel. En espérant. Merci beaucoup à tous. En espérant. Ouais, à bientôt. En espérant. Merci beaucoup, Dr. Jeanette, pour votre présence et merci. À la fin, j'aimerais remercier tous et toutes qui ont été avec nous aujourd'hui. Et je vous souhaite une très belle fin de la journée. Et avant qu'on dise au revoir et à la prochaine, comme d'hab, j'aimerais demander que vous ouvrez vos caméras, comme ça on peut prendre une photo ensemble.